Donc, mon premier emploi comme assistante de recherche en sociologie, c'était avec Billy Eaton de McGill, qui m'a payé la moitié de l'été pour lire. Alors, la moitié de l'été, je l'ai consacrée à lire des articles de méthodologie en anglais. En anglais, bien sûr, parce que, entre parenthèses, dans tout mon bac en maths, j'ai eu un seul manuel en français. Tous les manuels qu'on avait à l'époque étaient tous en anglais. Il n'y en avait pas en français. Le seul prof qui nous a trouvé un manuel en français, M. Benabdallah, il dit « J'ai fait une grande recherche pour trouver ce livre. C'était pas tout à fait le plan de cours que j'aurais voulu, mais on va travailler avec ce livre-là parce qu'il est en français, on est au Québec. » Et bon. Mais tout le reste de mon bac, on lisait seulement en anglais. Donc, l'anglais ne me posait aucun problème. Donc, il m'a payé Eaton pour lire la moitié de l'été, et l'autre moitié de l'été, donc, pour faire des calculs statistiques. Alors, je me souviens, on faisait ça sur des grosses calculatrices. Bon, c'était... c'est peut-être pas l'époque des dinosaures, mais quand même. Alors, à la fin de l'été, Eaton me dit « Écoute, je suis en train de faire un article avec ça. Je l'envoie à l'évaluation. Il dit « Si tu veux bien, on va le co-signer. Voici le deal. S'il y a des commentaires sur la théorie ou l'approche méthodologique au sens large, je réponds. Mais s'il y a des affaires sur les calculs, il dit, c'est toi qui les as fait. Il dit, si on demande des modifications, s'il y a des questions sur les calculs, c'est toi qui devras répondre. » Je dis, OK. Bon, très simplement, alors, l'article a été accepté par American Sociological Review. Sur le coup, je ne réalise pas vraiment ce que ça veut dire d'avoir un article dans American Sociological Review, mais ce n'était pas un très long texte, mais quand même, il était là. Enfin, bon, bref. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu de cet été, à part les échanges très intéressants que j'ai eus avec Bill Eaton, c'est qu'on avait une montagne statistique qui accouchait d'une souris sociologique. C'est ce que j'en ai retenu. Alors, voilà, je rentre en sociaux. Là, on me demande 1 an de propédeutique, donc c'est-à-dire une année de rattrapage, parce que j'avais quelques cours de sociaux seulement à mon actif, et j'avais demandé qu'on me crédite tous les cours de métaux, parce que j'avais un bac en maths. Mais alors, ils m'acceptent en disant « Il faut que vous fassiez au moins 18 crédits sur 2 sessions. » J'ai dit « OK », mais moi, j'avais une bourse, donc il fallait que je sois étudiante à temps plein. Donc, j'ai suivi 30 crédits, 18 en sociaux et 12 en informatique. Là, ils n'ont pas été contents quand ils ont vu que je suivais 12 crédits en informatique, mais ils ne pouvaient rien dire parce qu'ils m'avaient demandé seulement 12 crédits en sociaux. Donc là, cette année-là, j'avais suivi un cours de sociologie urbaine que j'ai trouvé fascinant. Je me souviens plus qui le donnait, c'est un chargé de cours, mais ça m'a permis de remettre ensemble beaucoup de choses que je savais plus ou moins confusément parce que j'avais été proche de l'animation sociale dans ma jeunesse. Et j'avais suivi un cours d'épistémologie avec Gabriel Gagnon, que j'avais beaucoup aimé. C'est dans ce cours-là que j'ai découvert Piaget. J'avais suivi un cours avec Luc Racine aussi. Alors je fais cette année. Et à la fin de cette année de propédeutique, là, je suis engagée par Serge Carlos, qui était mon directeur de maîtrise, toujours à l'époque directeur du centre de sondage de l'Université de Montréal. Et Carlos, lui, était consultant pour une recherche à l'INRS Urbanisation. Là, ça me mettait dans une position un peu surprenante parce que mon père était directeur de l'INRS Urbanisation à l'époque, mais en même temps, j'étais l'assistante de Carlos et payée par le centre de sondage, mais prêtée à l'INRS. Donc, c'était tout un espèce de drôle de setup. Alors, je suis engagée par Carlos pour travailler sur le projet des NER. NER, c'est Nouveaux Espaces Résidentiels, NER. Mais au début de l'été, quand on m'engage, les données ne sont pas prêtes. Alors, on me prête. J'ai doublement prêté à 2 professeurs de l'INRS Urbanisation qui avaient justement des petits calculs de régression à faire. Alors, j'ai passé un mois à faire des régressions pour ces 2 professeurs. Sur des données de la Régie du logement. Alors, il fallait que j'aille à la Régie du logement, puis c'était des cartes perforées, puis il fallait que j'aie accès à ça pendant les pauses des gens qui travaillaient à la Régie du logement. Bon. Bref, je fais toutes mes régressions comme une bonne élève, sans trop comprendre pourquoi.
en me disant, bon, moi, j'ai des lectures sauvages un peu, sociaux, pas beaucoup de cours. Je viens de terminer une propédeutique. Probablement que je comprends pas tout, pourquoi ils me font faire ça, mais je voyais pas trop l'intérêt. Quand je leur arrive avec toute la pile de régressions qu'ils voulaient, ils me disent, bon, maintenant, peux-tu les interpréter? J'ai dit, quoi? J'ai dit, vous m'avez fait faire toutes ces régressions sans savoir ce que vous cherchez. J'ai compris après coup qu'ils m'avaient envoyé à la pêche. Ils m'avaient fait calculer toutes les régressions auxquelles ils avaient pu penser, dans je ne sais pas autour de quelle bière ou de quel café. Bon, ils m'avaient envoyé, en statistique, on dit des fois faire un all by all. C'était l'équivalent d'un peu d'un all by all qu'ils m'avaient fait faire. Là, j'étais un peu fâchée. Je leur avais renvoyé ça en disant, écoutez, là, moi, je ne connais pas votre problématique. Avec Eaton, au moins, je comprenais pourquoi il me faisait faire ça. Je trouvais que ça avait accouché d'une souris, mais là, je comprenais d'où venait la souris. Là, je comprenais pas. Là, j'ai dit non, vraiment. Bon, alors, après ça, dans le courant de l'été, j'ai travaillé avec Marie Lavigne, qui était professeure à l'INRS, à la confection du questionnaire qui devait servir à l'enquête pour les NER, nouveaux espaces résidentiels. Donc, avec elle, j'ai beaucoup appris sur comment construire un questionnaire. Ça a été vraiment très agréable et très profitable. Et entre autres, on avait planché très longtemps sur les catégories d'emploi. On ne peut pas retenir celles de StatCan parce qu'elles sont faites sur 3 principes. Il y a des secteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Il y a des types de professions, comme des professions libérales. Puis il y a des positions dans l'entreprise, comme directeur ou contremaître. Donc, conceptuellement, c'est bon en rien. Mais en même temps, si on veut que les données soient comparables avec celles de StatCan, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, en tout cas, on avait beaucoup travaillé sur la classification des emplois. C'est un exemple que j'ai souvent repris dans mon enseignement parce que c'était vraiment, le pont aux Andes, c'était vraiment un problème assez difficile, en fait, en sociaux, comment classer ces catégories d'emploi. Donc, j'ai travaillé avec elle sur ce questionnaire un bout de temps. Et à la fin de l'été, là, on demande vraiment à Carlos de tirer un échantillon statistiquement représentatif de ces nouveaux espaces résidentiels. Donc, ces espaces résidentiels, il y en avait à Québec et à Montréal. Donc, c'est des ensembles de plus de, je ne sais pas si c'était 50 ou 100 logements qui avaient été construits dans les 5 dernières années. Donc, il y en avait à Québec et à Montréal, dans les centres-villes et en banlieue. Il y avait des locataires et des propriétaires. Et en banlieue, il y en avait qui étaient collés sur le métro Longueuil, puis il y en a qui étaient à Sainte-Julie. Donc, il y avait vraiment plusieurs variables dont on devait tenir compte pour tirer cet échantillon. Alors, Carlos et moi, on taponne, on joue avec tout ça. Et on présente un échantillon. On nous dit non, ça ne va pas. On dit pourquoi ça ne va pas? Parce que le nerf numéro, je ne sais pas, moi, 37 n'est pas dedans. On dit oui, mais c'est aléatoire. Il dit oui, mais 37, il est spécial. Je dis 37, je ne me souviens plus de son numéro. Parce qu'il y a telle catégorie. Ah, bon, OK, vous êtes en train de nous dire que celui-là, à lui seul, il constitue une catégorie dont il est en fait, c'est le seul représentant de sa catégorie, donc il faut l'intégrer. Bon, OK, on recommence. Puis là, on recommence. Mais non, mais là, ça ne va pas. Peut-être. Mais là, on dit, écoutez. Alors, on a recommencé 3-4 fois. Puis à la fin, on a dit, Serge Carlos et moi, on ne veut pas que notre nom soit accolé à cet échantillon. C'est plus du tout un échantillon aléatoire, c'est un échantillon raisonné. Assumez-le, mais nous, on ne veut pas qu'on mette un nom de statisticien accolé à ça. Alors, j'avais fini cet été-là, j'étais un peu mitigée, encore une fois, par rapport à cette expérience, parce que moi, j'étais l'oiseau rare qui s'intéressait à la fois, qui connaissait les maths, qui connaissait l'informatique, parce que je faisais beaucoup d'informatique, et la socio. Donc, cette caractéristique d'oiseau rare m'a valu d'être réengagée après ma scolarité de maîtrise à l'INRS. Mais là, Carlos, entre-temps, je reviendrai dans un instant, n'était plus au centre de sondage ni au département de sociologie. Donc là, l'INRS m'engage directement. Là, j'étais toujours la fille de mon père, bien sûr, mais qui était toujours directeur. Mais là, il m'avait vu aller l'année d'avant, puis là, il savait que je connaissais très bien les maths, l'informatique et la socio. Donc, c'était une combinaison assez rare. Donc, c'est à ce titre-là qu'ils m'ont recruté. Quand j'ai suivi donc ma deuxième année de cours de maîtrise, là, j'étais vraiment dans les séminaires de maîtrise. Et là, juste pour l'anecdote, j'avais suivi un séminaire avec Luc Racine. Ça s'appelait Sociologie économique et on avait passé la session sur le capital. C'était dans les années 70. Hein? Donc, Luc Rioux était un marxiste défroqué.
Donc, il connaissait ça sur le bout de ses doigts, mais il avait une perspective très critique. C'était fascinant. Et j'avais suivi aussi un cours qui s'appelait Sociologie du développement avec Mohamed Zfia. Zfia était un marxiste non défroqué, alors, mais quand même un peu critique, tiers-mondiste. Alors, lui, c'était un autre regard complètement. Alors, on faisait les deux. Moi, je faisais les deux cours simultanément. Donc, j'avais 2 séminaires simultanés sur le capital, où est-ce qu'on le décortiquait ligne, paragraphe pour paragraphe. Moi, j'ai adoré ces 2 séminaires-là, puis la combinaison des deux. Et plusieurs années après, quand beaucoup de gens qui avaient été marxistes se sont mis à acheter le bébé avec l'eau du bain et tout mettre ça de côté. Moi qui n'avais jamais été marxiste, j'étais une des seules qui disait aux étudiants « Mais il faut que vous lisiez le Capital ». Puis je les convainquais en classe de lire le Capital. J'ai dit « Moi, je n'ai jamais été marxiste, mais le Capital, c'est un grand livre et vous devez le lire. » Donc j'avais... Ça, c'est juste une petite anecdote. Pendant que j'étais en maîtrise, donc mon directeur, c'était Serge Carlos. Qui, à ce moment-là, a passé c'était une mauvaise période de sa vie. Il a rompu avec sa compagne, il s'est chicané avec le type avec qui il avait acheté une maison en copropriété. Donc, ça n'allait plus du tout. Il est parti du département de sociologie et du centre de sondage en claquant la porte. Et il me donnait rendez-vous parce qu'il avait commencé à me diriger, donc il a terminé dans des bars de la rue du Parc où est-ce que lui prenait 2 ou 3 cognacs doubles pendant que moi je sirotais un jus d'orange. Bref, il ne m'a pas vraiment dirigée. Et je crois que mon mémoire de maîtrise en a beaucoup souffert. Je n'ai jamais osé le réouvrir. Mais c'était pas vraiment un chef-d'œuvre. Et les autres examinateurs de mon mémoire non plus n'ont pas trouvé que c'était génial. On fait pas assez, là, mais c'était pas... je pense que c'était pas à la mesure de ce que j'aurais pu faire, mais bon, c'était les circonstances. Quand je suis passée au doctorat, là, je me suis dit, il faut que je trouve un directeur qui ne me fera pas le coup. Alors, la question, c'est pourquoi suis-je restée au doctorat à l'Université de Montréal alors que j'avais fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal déjà? Eh bien, on était à l'automne 77. Ce qui veut dire que quand j'étais en maîtrise, dans mes séminaires de maîtrise en tant que tel, je fais des cours sur la capitale, mais c'était des élections. Donc, je n'étais plus membre du Parti québécois déjà, mais j'étais quand même sympathisante et j'avais donné un coup de main. Mais là, PQ prend le pouvoir, automne 76. Je suis sociologue, je m'intéresse au Québec. J'étais à la fondation du Parti québécois. Je me dis, mais il y a un référendum qui s'en vient. Le Québec, c'est là où il faut être tout de suite maintenant, comme sociologue. Je ne peux pas partir du Québec au moment où il y a un référendum qui se prépare. Je ne me le pardonnerai jamais. Donc, j'ai dit, je reste au Québec. Donc ça, c'était déjà un pari, parce que les gens disaient, non, tu devrais partir. Mais moi, je répondais toujours, mais moi, je suis passée de maths à sociaux. J'ai changé de planète. Je n'ai pas changé d'université, mais j'ai changé pas mal de planètes. Et après une maîtrise en sociaux, où est-ce que j'avais fait une propédeutique, mais assortie de beaucoup de cours d'informatique, parce que même dans ma scolarité de maîtrise, j'avais droit à un cours au choix, je l'avais fait en informatique. Je suis un peu tête de coche. Alors, je me suis dit, je ne me sens pas vraiment sociologue. Donc, je rentre au doctorat tout de suite, dans le même département, donc toujours à l'Université de Montréal. Et là, je me suis dit, là, il faut que je me trouve un prof qui va m'encadrer sérieusement et qui va m'aider à donner la pleine mesure de ce que je suis capable de faire. Donc, mon choix s'est porté sur Gabriel Gagnon. Ma thèse, à l'époque, devait porter sur les opérations de dignité et le développement régional. Donc, lui, c'était vraiment la personne tout indiquée. Alors, on s'inscrit à l'Université de Montréal. À l'époque, il y avait un séminaire de doctorat sur 1 an. Alors, et heureuse coïncidence, Gabriel Gagnon, cette année-là, était responsable du séminaire de doctorat avec Marc Renaud. Ils étaient toujours 2 profs, on était 8 ou 9 étudiants. Et c'était un séminaire qui portait sur l'État. Manque de peau, ce sujet ne m'intéressait pas du tout, ni la façon dont il l'abordait. Mais on a lu énormément cette année-là. On a lu Habermas, Daniel Bell, Klaus Hoffé, on a lu Henri Lefebvre, on a lu plein de trucs. Mais moi, je disais presque rien dans ce séminaire-là. J'étais comme toujours sur mon quant à soi. Mais je faisais des travaux, j'avais des bonnes notes. On a lu Alain Touraine aussi. J'avais des bonnes notes, ça allait bien. Mais il y a quelque chose qui me chicote. Et c'est, je pense, 3 semaines avant la fin du séminaire que j'ai compris ce qui m'avait chicoté tout le long. Puis là, je leur ai dit, j'ai dit, réalisez-vous que nous parlons de l'État depuis le début de l'année et qu'on n'a jamais réfléchi sur la genèse de l'État.
qu'on n'a jamais réfléchi sur son universalité et sur comment l'État a été surgi. Et c'est parce que j'étais tombée un peu par hasard à la fin de la session sur Pierre Classe, La Société contre l'État, puis Marshall Salins, Société Âge de pierre, Âge d'abondance en français. Alors là, c'est quand j'ai lu ces deux livres-là, qui sont des livres d'anthropo, là, j'ai dit, mais voilà mon problème. Voilà pourquoi j'ai été si mal à l'aise dans ce cours. Et là, j'ai compris, puis là, ça m'a réconcilié avec toutes les lectures qu'on a faites, parce que là, moi, j'en avais fait d'autres qui m'aidaient à comprendre ce malaise. Dans ce séminaire de doctorat, d'ailleurs, c'est très drôle, il y avait Gilles Gagné qui était là, qui est devenu mon collègue après au département de sociaux. Et Gilles n'avait pas la langue dans sa poche. Gabriel Gagnon, professeur non plus. Puis là, les autres étudiants, souvent, on les regardait aller. À la fin, à peu près à la moitié du séminaire, ça virait en duel entre les deux. Puis nous, on comptait les points. Puis on disait, aujourd'hui, c'est Gilles qui a gagné. Puis là, une autre semaine, cette semaine, Gabriel a gagné. Elle fait, bon, bref. Mais c'était quand même assez... on n'ennuyait pas. Bon. Et j'avais suivi un autre séminaire avec Marcel Rioux. Mais c'est là que j'ai connu Rioux. Mais Rioux, je ne sais pas si c'est parce qu'il était en fin de carrière ou quoi. Rioux, il arrivait, il dit, oh, Marcuse me disait, quand j'ai rencontré Edgar Morin, c'était pénible, je me souviens pas que... Là, à un moment donné, il y avait justement Gilles Gagné dans ce séminaire. Moi, Gilles, on dit, Monsieur Rioux, on a une bonne idée. On va faire vraiment des exposés sur des livres que nous trouvons importants ou que vous pouvez nous suggérer. Et vous allez réagir à nos exposés. Et là, ça a été magnifique. Parce que Rioux, autant il ne se préparait pas, autant il était à l'écoute de tout ce qu'on disait. Il faisait des remarques magnifiques. Puis après, 2-3 semaines ou même 2-3 mois plus tard, il nous attrapait dans le corridor. Puis il disait, Madame Fortin, je viens de lire un article, il faut absolument que vous lisiez ça. Je sais que ça va vous intéresser. Il faisait ça à tout le monde. Il était très attentif à ce qui nous intéressait. Bien, là, il ne fallait pas le laisser parler, mais en le faisant réagir, c'était extraordinaire. Moi, dans ce cours-là, j'avais fait une présentation sur l'Institution imaginaire de la société de Cornelius Castoriadis, qui venait de sortir, et ça a été une révélation. J'ai abandonné les opérations dignité un peu après, parce que Castoriadis, dans les pages 303 à 309, il parle de la logique. Et moi qui venais des mathématiques, j'ai compris beaucoup de choses sur la société, la façon dont était organisé le rôle, la logique. Et moi qui m'intéressais à la rigueur du discours et qui était allé en maths pour attraper une semblant de rigueur dans le discours, là, ça m'avait beaucoup parlé. Donc, bon, c'est la scolarité. Après la scolarité, bien, il y a l'examen de doctorat. Ah oui, je n'ai pas parlé de mon troisième été à l'INRS. Troisième été, donc, pas à l'INRS. Deuxième été à l'INRS, mais troisième été de méthode quantitative. Donc là, on me recrute parce que j'étais l'oiseau rare de maths, stats, informatique, pour faire des analyses factorielles. Ça, des analyses factorielles sur les nerfs, toujours le projet des nerfs. J'avais pas appris ça en statistique à l'université, donc là, je me plonge dans des manuels, je consulte quelques amis qui faisaient des doctorats en mathématiques pour essayer de comprendre c'est quoi l'analyse factorielle, pour me rendre compte que les données sur lesquelles on me demandait de faire des analyses factorielles n'étaient pas du tout structurées d'une façon adéquate, parce que pour que les analyses factorielles aient du sens, il faut que moi, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais il faut que les données soient formatées d'une certaine façon, ce qui n'était pas le cas. Fait que là, moi, je retourne à l'INRS, voir mes patrons, je leur ai dit, écoutez, pas sûr que c'est pertinent. Je pense qu'une analyse qualitative, rien qu'à voir, on voit bien, là, pourrait peut-être donner des résultats intéressants, mais je ne suis pas sûre que statistiquement, ça a du sens. On dit, oui, il faut que tu fasses... Bon, je dis, vous me payez pour le faire, je vais le faire, mais je n'y crois pas. Puis là, ben, à l'époque, on travaillait, c'était les b.a.-ba de l'informatique. Donc, il y avait... L'ordinateur avec lequel on travaillait était au siège social de l'Université du Québec, à Québec. Moi, j'étais à l'INRS, Urbanisation, à Montréal. Donc, il y avait un terminal à l'Université de l'INRS qui était branché avec celui de l'UQAM, qui était branché à celui de l'UQ. Donc, ça pouvait planter
à l'INRS, dans la ligne entre l'INRS et l'UQ, à l'UQ, entre l'UQAM, entre l'UQAM et l'UQ, puis à l'UQ. Donc, il y avait beaucoup de sources de problèmes potentiels, puis des données qui étaient mal structurées. Je passais un été à essayer de régler toutes sortes de problèmes, à faire des manipulations sur les données pour que ça rentre dans... qu'on espère peut-être avoir un résultat qui a du sens. Puis, à un moment donné, pour me rendre compte qu'en discutant avec le type CHSLQ, que les données que j'avais tombaient pile dans le bug de SPSS, qui était le logiciel qu'on étudiait. Donc, en tout cas, bon, on fait des manipulations en discutant avec le type. Une affaire de fou. Alors, pour arriver à la fin de l'été, encore à une souris sociologique à partir d'une montagne mathématique, je leur avais dit au début de l'été, je pense qu'une analyse qualitative donnerait des bons résultats. Ce à quoi on est arrivé était d'une banalité consternante. Et je pense qu'en ayant réfléchi 3 jours sur les données avec un papier et un crayon, je serais arrivée exactement au même... Alors là, ça a été fini. Après ça, je me suis dit, les méthodes quantitatives, pour moi, c'est terminé. Alors, après coup, je n'ai jamais refait d'analyse statistique. Mais j'ai fait, plusieurs années plus tard, avec Dominique Morin, on a fait des analyses du recensement. Donc là, c'est des statistiques descriptives, avec une bonne carré ou deux pour distinguer les hommes, les femmes, les jeunes, des vieux, des choses comme ça. Mais bon, ça, les statistiques descriptives, j'y crois quand c'est bien fait. Ben, encore faut-il bien le faire. Mais les statistiques, les analyses statistiques, là, j'ai mis une croix là-dessus. Ce qui fait que quand j'ai dû constituer mon comité de thèse, a été constitué de Luc Racine, avec qui j'avais suivi tous les cours possibles et impossibles, Gabriel Gagnon, mon directeur, et Rioux. Et là, c'est intéressant de mentionner que c'est 3 anthropologues. Alors, moi qui venais des maths, je pourrais dire c'est le virage à 180 degrés. Luc Racine est spécialiste du don et de l'échange. Il avait fait du terrain au Mexique. Gabriel Gagnon avait été quelques années professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal avant d'être rapatrié en sociaux. Il était comme un peu entre les deux. Puis M. Rioux, Marcel Rioux, il a été connu pour ses travaux à Belance et à l'Île Verte. Donc, c'était aussi un anthropologue. Donc, c'était mon comité, c'était 3 anthropologues. Et là, j'étais comme un petit poisson dans l'eau. Sauf que M. Rioux, que j'aimais bien, mais là, je ne l'aimais pas, il me pose comme question... sur le coup, c'est après coup que j'étais fâchée. Il me pose comme question, pour mon examen de synthèse, le social historique est-il théorisable de part en part? Alors là, puis moi qui venais de la Castoriadis, puis la logique, là, je pars, puis là, je l'ai fait vraiment dans le courant d'un été, parce que je me suis dit, je n'ai pas de temps à perdre, j'ai une bourse de 3 ans, donc j'ai 3 ans pour faire mon doctorat, puis après ça, ça sera fini. Donc, je clenche, je lui remets 60 pages. Il y avait une question de Luc Racine sur l'hominisation et les sociétés. Je ne me souviens plus exactement. Et puis, une question de Gabriel Gagnon sur le tiers secteur ou la troisième voie. Bon, auquel j'ai répondu beaucoup plus brièvement, mais le social historique est-il théorisable? Là, enfin, ce texte-là est devenu le premier jet du premier chapitre de ma thèse de doctorat. Mais à l'époque, bon, alors... Après, j'étais fâchée parce que quand on était c'était l'été 78, je rends mon texte à l'automne 78 et à cet automne sort le livre de Marcel Rioux, Essai de sociologie critique. Et la première page, je dis, dans ce livre, j'essaierai de répondre à la question suivante, le social historique est-il théorisable de part en part? Là, j'étais furax. J'ai dit, Monsieur Rioux, c'est pas fair play, c'est pas de bonne guerre. Vous me posez la question que... Vous vous posez vous-même dans votre livre, puis vous vous imaginez qu'une étudiante de doctorat va être capable de faire quelque chose qui... Là, j'étais pas contente. Mais il dit, non, il dit, je suis enchantée de votre travail parce que vous avez répondu de façon totalement différente de celle que j'ai choisie. Et, bon, on arrivait tous les deux à la réponse non, évidemment, mais le chemin par lequel on arrivait à dire non était totalement différent. Alors, il était très content. Mais moi, j'étais pas contente. Voilà. Alors... c'est parti. Puis là, il y a une petite anecdote que je vais raconter sur cet examen de doctorat. C'est là,
un étudiant qui se présente à son examen de doctorat est hyper nerveux, l'examen de synthèse. J'avais 3 questions. Je les avais relues et relues et relues dans les jours précédents. Puis là, je dis, ils vont me poser des questions. Mais j'arrive là, au fond, ils m'ont très peu posé de questions sur mes 3 questions parce qu'ils étaient enchantés de mes réponses. Bon, je dis. Puis là, ils me posent une question sur un sujet qui n'avait rien à voir, ni avec mes questions, ni avec la thèse que j'entendais faire. Là, je les regarde, je dis, non. Là, je leur ai dit, non, je ne peux pas répondre à ça comme ça. Laissez-moi 5 minutes pour y penser. Alors, ils sont sortis prendre un café, puis ils sont revenus, puis j'ai répondu. Puis après, les gens m'ont dit, mais tu n'as pas sorti ton comité? J'ai dit, oui, j'ai sorti mon comité. Mais je l'ai fait sans penser que ça ne se faisait pas. J'ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Donc, ils m'ont trouvé peut-être un peu fantasque. En tout cas, j'ai passé. Et après ça, donc, j'ai fait cette thèse qui a eu pour titre Mode de connaissance et organisation sociale. Mon titre de travail, c'était Logique et hiérarchie. C'était une thèse totalement théorique et qui a été publiée après ça à l'Université de Montréal, dans les cahiers du CIDAR. Donc, j'ai lancé une série de publications. Ma thèse a été la première publication. Donc là, je me suis dit, probablement que j'ai donné ma mesure pour ma thèse de doctorat. Et non.